Ok, donc aujourd'hui, on va continuer sur l'apprentissage automatique et on va travailler ensemble l'apprentissage non supervisé. Et dans l'apprentissage non supervisé, on va étudier la segmentation, la partie segmentation. En français, on dit clustering. Et l'école française appelle cette partie classification. Donc, nous, de toute manière, on va suivre l'école américaine, car sur Internet, les ressources informatiques par rapport à cette partie est plus abondante en anglais. Donc, on va travailler un peu avec l'algorithme K-means, c'est-à-dire K moyenne, ou bien la méthode des centres mobiles. Et puis, si on aura le temps, on passera à l'algorithme CH, c'est-à-dire pour, en français, classification ascendante hiérarchique. OK, donc, avant de commencer le cours, la semaine passée, nous avons commencé notre premier cours d'apprentissage non supervisé et nous avons travaillé sur les règles d'association. Donc, par rapport au plan, on va commencer par un petit rappel. On va commencer par un petit rappel, puis je vais vous expliquer, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire apprentissage non supervisé, puis la segmentation, et puis on va passer à l'algorithme. Et à la fin, on passera à une implémentation avec Python. Donc, bon, je vais juste commenter ce slide avec une phrase. Le but de machine learning, c'est d'expliquer le passé et de prédire le futur à l'aide des analyses des données. Et donc, on aura besoin de beaucoup de données. Et après, on va essayer de modéliser ces données pour effectuer ces prédictions. Donc, en machine learning, on trouve de l'apprentissage supervisé, de l'apprentissage non supervisé, de l'apprentissage renforcé. En deep learning aussi, on trouve de l'apprentissage supervisé, de l'apprentissage non supervisé et de l'apprentissage renforcé. Finalement, tout ce qu'on peut faire avec du machine learning, on pourrait le faire, enfin, même pas au conditionnel, c'est-à-dire on pourra le faire sûrement avec du deep learning. Et dans plusieurs cas, avec une précision meilleure. Bon, maintenant, la question évidente, pourquoi on est en train d'étudier le data mining classique, le machine learning moderne, et non pas, pourquoi on ne commence pas directement par le deep learning? En effet, le deep learning dispose de deux inconvénients. Tout d'abord, il nécessite vraiment des gros lots de données, c'est-à-dire des millions de points, chose qui n'est pas toujours disponible. Il y a des secteurs où il est très compliqué de récupérer, c'est-à-dire ce grand lot de données. Ça, c'est d'une part. D'autre part, le deep learning, avec le deep learning, on trouve beaucoup de difficultés à interpréter les résultats. En effet, les algorithmes de deep learning, ce sont des boîtes noires. Et figurez-vous, dans plusieurs disciplines et plusieurs domaines, on a besoin d'interpréter les résultats et d'interpréter vraiment l'algorithme. C'est-à-dire, imaginez l'application d'un algorithme dans le département de justice, et ben cet algorithme va décider est-ce que cette personne va revenir en prison ou bien va partir de cette prison. Donc, c'est une décision qui aura beaucoup de conséquences. Alors, il faut fonder cette décision sur un modèle interprétable. Le deep learning ne permet pas de faire ça pour l'instant, avril 2020. OK. Donc dans les deux, machine learning ou bien deep learning, on trouve de l'apprentissage non supervisé et de l'apprentissage supervisé. De l'apprentissage non supervisé et de l'apprentissage supervisé. Donc, on dit apprentissage non supervisé ou bien analyse descriptive. Apprentissage non supervisé ou bien analyse descriptive. Attention
il ne faut pas confondre le mot analyse descriptive avec la statistique descriptive. D'accord? L'analyse descriptive en data mining, en apprentissage automatique, c'est l'apprentissage non supervisé. D'accord? Ce n'est pas la statistique descriptive. La statistique descriptive, c'est une discipline de la statistique. Par contre, l'apprentissage supervisé, on l'appelle aussi analyse prédictive. Analyse prédictive. Bon, je vais commencer par l'analyse descriptive. Tout d'abord, il y a absence de variable cible. Voilà, je vous rappelle ça. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de variable cible, pas de target variable. On travaille uniquement avec une matrice rectangulaire X, n lignes, n observations, n lignes, n clients, par exemple, m colonnes, m attributs, m variables explicatives. Cet apprentissage donne des résultats immédiats pour l'interprétation et l'utilisation. On cherche, via cet apprentissage, à découvrir des informations et des connaissances cachées. Hidden structure, c'est-à-dire les données qui se trouvent dans des grands volumes, des centaines de mégas de données, des centaines de gigas de données, voire des téraoctets de données. Donc, il y a de l'information cachée à l'intérieur de ces données. Avec l'apprentissage non supervisé, on peut découvrir cette information, ces connaissances cachées. Attention, ces informations sont déjà présentes dans les données. C'est-à-dire, on ne va pas prédire, on ne va pas fabriquer des connaissances qui ne se trouvent pas au préalable dans les données. On n'est pas en apprentissage supervisé. D'accord? Ça, c'est très, très important. C'est-à-dire, il faut connaître ces différences. Il faut savoir distinguer plutôt. Il faut savoir distinguer entre l'apprentissage non supervisé et supervisé. On cherche aussi, avec l'apprentissage non supervisé, à réduction des dimensions. Par exemple, la technique ACP, analyse par composante principale. On cherche à réduire, à résumer et à synthétiser des données massives. Maintenant, l'apprentissage supervisé ou analyse prédictive, donc il y a une variable cible, d'une part. D'autre part, le but, c'est de prédire et de découvrir de nouvelles connaissances. Donc, on va utiliser des connaissances déjà présentes dans les données pour prédire des nouvelles connaissances. Ça, c'est important. Hein. On essaye de mieux expliquer les données. Et finalement, l'apprentissage supervisé donne des modèles. Quand je dis modèle, donc Y égale à AX plus B, c'est un modèle. C'est une régression linéaire. L'arbre de décision. Si le passager est une femme et âgée de plus de 37 ans et a voyagé dans la classe numéro 1 ou bien la classe numéro 2, alors cette personne va survivre la tragédie du Titanic. Donc, c'est ce que je viens de vous dire, c'est un modèle plutôt informatique. En fait, c'est un ensemble des règles de décision. Donc, l'apprentissage supervisé donne des modèles. C'est-à-dire, à partir des données, on va sortir des modèles. Ces modèles sont entraînés sur des données d'entraînement, les lots d'entraînement, et testés sur des lots tests, et puis finalement appliqués sur des nouvelles données. Voilà. Je vous conseille d'apprendre par cœur le slide numéro 6. Maintenant, un rappel rapide. Les données en apprentissage automatique s'articulent sous cette forme. Nous avons toujours une forme matricielle, toujours. Bon, pas tout le temps le cas. Hein. C'est-à-dire, nous avons vu la semaine passée que avec les règles de décision, avec les règles d'association, nous avons travaillé avec des données non structurées. Oui, ça c'est vrai, vous avez raison. Vous allez me dire, les données ne sont pas tout le temps structurées. Bon, aujourd'hui, puisqu'on va travailler avec l'algorithme K-means et l'algorithme CAH, donc les données seront plutôt structurées sous forme matricielle. Donc, nous avons une matrice X, n ligne, m colonne. Cette matrice contient des variables explicatives, features, d'accord, des variables indépendantes,
Et la dernière colonne représente la variable cible. Donc, dans notre cas aujourd'hui, puisqu'on va attaquer l'apprentissage non supervisé, il n'y a pas de variable cible. Donc, cette colonne qui contient les labels, les labels 1 ou 0, l'état du client ou bien un prix, eh ben, elle est absente. Maintenant, en apprentissage non supervisé, on trouve la technique qui s'appelle segmentation. D'accord? Donc, le but de la segmentation, on dit segmentation, on dit clustering, on dit agrégation, on dit partitionnement, on dit regroupement. Et l'école française de l'analyse des données parle d'une classification. Car chez eux, la classification de l'apprentissage supervisé, on l'appelle plutôt discrimination. Bref, donc nous, on va suivre l'école américaine. Alors, la segmentation regroupe les techniques d'apprentissage non supervisé ayant pour but de diviser les données en plusieurs sous-ensembles homogènes. Voilà, donc le but, c'est de trouver des groupes des données. Ces groupes, le fait de regrouper les données, eh ben, on va finir par des groupes contenant chacun des clients, par exemple, ayant les mêmes caractéristiques. Et c'est très important en marketing, en retail business, en e-commerce, dans le secteur bancaire et tout. On va voir ça après. Maintenant, vous allez me demander sur quels critères on aura besoin, c'est-à-dire sur quels critères on va utiliser pour assurer ce regroupement. Eh bien, on va utiliser la similarité. On va utiliser la similarité. Et cette similarité se base sur des distances. C'est-à-dire, on va calculer vraiment des distances. Vous avez vu, quand vous étiez jeune au lycée, la distance euclidienne, c'est-à-dire la distance entre deux points A et B, c'est racine carrée de xa moins xb au carré plus ya moins yb au carré. Donc ça, c'est une distance parmi d'autres. Il existe minimum 12 distances. Enfin, si on compte correctement, on trouve à peu près 12 distances. Alors, afin de mesurer cette similarité, on utilise la notion de distance entre observation, individu, classe ou groupe. Maintenant, pourquoi on fait de la segmentation? La segmentation est une branche très, très active de l'apprentissage automatique et on la trouve presque partout, dans tous les domaines de notre vie réelle. Donc, je commence en fait par donner quelques applications dans le secteur bancaire et en assurance. Puis je passerai au secteur médical, en biologie, en profiling. Et puis, le slide numéro 10, vraiment, j'ai voulu me concentrer sur le retail business, sur les ventes en détail. N'oubliez pas, vous êtes des business analysts, donc vous allez travailler dans un autre jour dans des entreprises et la majorité écrasante des entreprises tunisiennes, ce sont des entreprises qui s'activent trop dans le domaine des ventes en détail. Donc, on va vraiment étudier le retail business en détail dans le slide numéro 10. Bon, je reviens au slide numéro 9 quand même. Alors, dans le secteur bancaire, avec la segmentation, on cherche à catégoriser la clientèle. On veut chercher le profil qui représente les membres de chaque groupe. Enfin, les clients qui ont un grand salaire et qui ont des grandes dépenses. Les clients ayant un petit salaire et des petites dépenses. Voilà, c'est très important de regrouper les clients. On peut aussi regrouper les clients selon des critères et caractéristiques communs afin de les cibler avec des mailings. C'est-à-dire, par exemple, quand on regroupe les clients, bon, ça sera facile de dresser, enfin d'initier des campagnes de fidélisation. N'oubliez pas le problème de désaxement des clients, churn problem, de les fidéliser et de leur offrir des offres intéressantes.
voilà, afin d'augmenter le chiffre d'affaires. En médecine, bon, enfin, je vous donne quand même cet exemple. Enfin, c'est un exemple pédagogique, hein. Après, peut-être vous aurez l'occasion de travailler dans des entreprises pharmaceutiques. Donc, on veut déterminer des segments de patients susceptibles d'être soumis à des protocoles thérapeutiques. N'oubliez pas qu'en médecine, on récupère beaucoup de données via les questionnaires et les enquêtes. Les questionnaires et les enquêtes. Et à partir de ces données, on va regrouper nos patients. On veut aussi retrouver les différents comportements similaires. En biologie, zoologie, éthologie, sciences humaines, on veut expliquer les relations entre espèces, races, genres, familles et retrouver de nouvelles répartitions. Par exemple, en psychologie. Bon, je passe vraiment à la dernière application qui est vraiment intéressante pour vous, c'est le profiling. Qu'est-ce que ça veut dire profiling? C'est-à-dire, le client, par exemple, sur Internet, il va laisser beaucoup de commentaires, c'est-à-dire il va commenter sur Facebook, il va laisser des commentaires sur LinkedIn, sur Twitter, ou bien sur un site, hein, par exemple le TripAdvisor. Enfin, il existe plein de sites contenant des champs où on laisse l'occasion au client et à l'utilisateur d'écrire une recommandation, ou bien un commentaire, ou bien une critique. Donc, à l'aide de ce texte, on va effectuer une analyse sentimentale. C'est-à-dire, c'est du NLP, Natural Language Processing, traitement du langage naturel. Donc, on va effectuer une analyse sémantique et sentimentale. Et suivant le contenu textuel, on va regrouper nos clients. OK. Maintenant, je passe vraiment au retail business. Donc, on trouve plusieurs applications du machine learning en retail business. Donc, tout d'abord, le customer segmentation, la segmentation des clients, la vente croisée ou bien cross-selling, le modèle RFM, for customer value, récence, fréquence, montant, et finalement l'utilisation des règles d'association pour analyser le panier du marché. Bon, par rapport à l'utilisation des règles d'association pour analyser le panier du marché, nous avons fait ça la semaine passée. C'est-à-dire nous avons passé 2 heures et je vous ai mis la vidéo sur YouTube. Donc, on ne va pas revenir sur cette partie. Bon, laissez-moi maintenant passer au Customer Segmentation. L'objectif ici est de mieux comprendre les clients d'une entreprise, leurs attributs et leurs comportements. Bon, dans la vente croisée, on veut vendre davantage, c'est-à-dire on veut prédire la capacité de vendre davantage de produits à un client en analysant les tendances d'achat de ce dernier, ainsi que les tendances et les habitudes d'achat générales qui correspondent à ces habitudes d'achat. Maintenant, avec le RFM Model for Customer Value, il s'agit d'une méthode en marketing et en segmentation qui permet la valeur ou le potentiel du client. C'est-à-dire, on essaie de prédire la valeur et le potentiel du client. On prend alors les transactions effectuées par le client et on calcule 3 variables importantes. La récence, c'est-à-dire est-ce que lui, il a acheté ce produit depuis une semaine, depuis un jour, depuis une heure, depuis un mois, la fréquence et le montant. Voilà. Bon, je passe maintenant à la chose qui nous intéresse aujourd'hui, et ben, c'est la segmentation des clients. C'est-à-dire aujourd'hui, on va travailler avec l'algorithme K-means. Bien sûr, on ne va pas travailler avec cet algorithme dans la nature. Je vous ai envoyé un fichier contenant des données sur à peu près 200 clients, je pense 200 clients issus d'un supermarché. D'accord? Et le but, c'est de regrouper ces clients à l'aide de l'algorithme K-means. Puis on va appliquer l'algorithme CH. Donc, laissez-moi vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire segmentation des clients à l'aide de l'apprentissage non supervisé. Donc, la segmentation des clients est une pratique issue du marketing qui consiste à diviser l'ensemble des clients d'une entreprise en groupes d'individus similaires. Tiens, similarité. C'est-à-dire,
on est en train d'utiliser l'expression similarité. Donc, segmentation. La segmentation est basée sur les similarités de comportements détectés par les algorithmes. Tiens, algorithme. Donc, on va utiliser l'algorithme K-min-CH. Les critères les plus couramment utilisés par les entreprises pour segmenter leur clientèle sont. Là, je vous donne les critères utilisés par les entreprises. Bon, pourquoi je vous donne ça? N'oubliez pas que dans la méthodologie, c'est-à-dire si je vous donne la méthodologie IBM Master Plan, et voilà, si je vous montre la méthodologie, attendez, il y a un petit souci là. Si je vous montre la méthodologie IBM Master Plan, eh ben, on va trouver, après la compréhension du métier, Business Understanding, ce que je viens en fait de vous expliquer, ça s'appelle compréhension du métier. La prochaine analytique, on va dire, tiens, on va faire une segmentation, classification, on va faire une régression, on va faire une règle d'association, on va faire ça, on va faire ça. Bon, aujourd'hui, c'est clair, on va appliquer une segmentation. Donc, après cette étape et cette étape, la troisième étape, c'est data requirements. C'est-à-dire, toi, tu vas essayer de remplir un cahier de charge et tu vas dire, tiens, quelles sont les variables pertinentes, quelles sont les variables intéressantes qui vont me permettre d'effectuer correctement cette étude. Donc, je vous donne ces variables. Tout d'abord, les informations démographiques, telles que le sexe, l'âge, la situation familiale et matrimoniale, le revenu, l'éducation et la profession. Voilà. Et puis, il y a les informations géographiques qui diffèrent en fonction de la portée de l'entreprise. Pour les petites entreprises, les PME par exemple, localisées dans un seul pays, ces informations peuvent concerner des villes ou des régions spécifiques. Pour les grandes entreprises, il peut s'agir de la ville, de l'État ou même du pays de résidence du client. À ce niveau, on mentionne que nous avons réalisé une étude à l'aide des tableaux de bord incluant des cartes par rapport à la position géographique des clients. Je vais vous montrer à la fin vous allez trouver à la fin de ce slide, de ce support, c'est-à-dire une carte graphique contenant la carte de 2 ou 3 pays, d'accord? Les informations psychographiques, telles que la classe sociale, le style de vie et les traits de personnalité. Puis les données comportementales, telles que les habitudes de dépenses et de consommation, l'utilisation des produits, services et les avantages souhaités. En effet, à la fin de votre support de cours, vous allez trouver, à la fin de ce cours sur la segmentation, vous allez trouver un extrait d'un rapport de stage que j'ai encadré l'année passée. L'étudiant s'appelle Rassen El-Med. Qu'est-ce qu'il a fait, Rassen? Donc, Rassen, il a travaillé sur une solution end-to-end. C'est-à-dire, il a commencé par un ERP, par un logiciel ERP pour Enterprise Resources Planification, ou bien Planning. Et il a travaillé avec Sage X3. Bon, je vais vous montrer l'état de Sage. Voilà. Donc, il a pris des données d'une entreprise. D'accord? Puis, à partir de ces données ont été générées avec Sage X3. C'est un logiciel ERP. Hein. Comme par exemple, on trouve aussi SAP HANA. Il y a SAP HANA, un éditeur allemand. Après, il y a aussi Sage X3. Sage X3 est très utilisé en Tunisie. À peu près 80% des entreprises pharmaceutiques tunisiennes travaillent avec Sage X3. À partir de Sage X3, il a sorti, là je vous donne le modèle des données. Donc, vous êtes en train de lire détails de vie, client, business partner, société, tableaux divers, articles, et ainsi de suite, ainsi de suite. À partir donc de Sage X3, il a appliqué le fameux process ETL, extract, transform, load, extraire, transformer et charger. Donc, il a appliqué du BI. Puis,
Puis, donc, je vous donne le tableau de fact, le tableau de fait. Donc, il a travaillé vraiment sur les ventes, lui. Donc, facture, article, client, devis, d'accord? Puis, il a intégré ces données. À la fin de la partie BI, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve du reporting et du dashboarding. Il a réalisé un dashboard avec Power BI. Et là, dans le dashboard, on trouve l'API. Donc, les données qui ont été analysées dans le projet que j'ai c'est-à-dire encadré l'année passée, sont liées à une grande entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui se trouve en Espagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni. D'accord? Donc, il a fini la partie BI. Il a fini la partie BI avec un dashboard, d'accord? Puis, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a continué vers une partie analyse prédictive. Et c'est dans la partie analyse prédictive qu'on a appliqué, c'est-à-dire on a sorti les fichiers plats, plate file, et puis nous avons appliqué la segmentation sur des fichiers plats. Bon, je vous montre ici un aperçu du fichier contenant les données. Et puis, en fait, nous avons appliqué notre algorithme Camins. Voilà, nous avons trouvé 3 groupes de clients avec la Camins. On a retrouvé les 3 groupes avec la technique CAH. Regardez, donc si je coupe ici l'arbre, on va trouver 1, 2, 3 groupes. Et puis, nous avons appliqué un 3e algorithme de segmentation agglomérative. Et puis, en fait, on voit bien que la technique, par exemple, Elbow méthode ne marche pas vraiment, car la cassure ici se trouve entre 3 et 6. Donc, nous avons utilisé un autre indicateur qui s'appelle indice de silhouette. Et avec l'indice de silhouette, on remarque que le meilleur regroupement s'effectue avec 3 groupes. Voilà. Donc, voilà comment se présente ce cours théorique. C'est-à-dire, moi, je vous montre l'algorithme Camins, l'algorithme CH. Bon, c'est bien de connaître ces algorithmes, c'est bien de les appliquer, mais il faut appliquer tout ça sur des vraies données. On va faire ça aujourd'hui. B. Avant de passer au slide numéro 12, voilà, je vais revenir vers vous et dites-moi, est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, tout est clair? Vous avez compris? Oui, monsieur. Comment, c'est-à-dire toute la chaîne, c'est-à-dire Racine l'année passée, il a commencé à partir de CGX3. C'est-à-dire il a fait une analyse end-to-end. C'est rare, hein? Le gars, il a une licence Bac plus 3. C'est-à-dire il a fait que 3 ans de formation à ESB. Il a fait un travail vraiment titanesque. Il a commencé à partir de CGX3, un ERP. Toi, peut-être l'année prochaine, j'espère pour toi, tu vas commencer avec SAP. Tu vas peut-être commencer avec SAP HANA. Ou bien, si toi, tu vas travailler sur des clients, tu vas commencer avec CRM, avec, par exemple, Salesforce. Donc, à partir de ce ERP CGX3, il faut sortir vraiment des données brutes. Bien sûr, le ERP va vous donner le modèle des données. Nous avons bossé avec 15 gigas de données. Bon, pas mal. Moi, j'ai travaillé avec un autre étudiant, on a bossé avec 40 gigas. Et bon, avant, j'ai analysé des téradoctets de données. Bon, bref, donc 15 gigas de données à partir de CGX3. Tu appliques ton ETL, Extract Transform Load. Bon, il a utilisé SSIS, c'est-à-dire les logiciels Microsoft. Bon, je vous conseille quand même, essayez d'apprendre Talend, hein. C'est open source. Il a fini sa partie dashboarding. Bon, c'était de l'analyse descriptive. Avec le BI, on ne peut pas prédire. Puis, on a réussi à avoir des fichiers plats, et à partir de ces fichiers plats, nous avons appliqué nos algorithmes du machine learning. Bon, après, il n'a pas eu vraiment le temps pour mettre tous ces résultats, c'est-à-dire les résultats machine learning sur un dashboard, sur un site web. Bon, et maintenant, il bosse chez Vermeeg. Il est le seul dans le département intelligence artificielle de Vermeeg. Bon, donc, allez, aujourd'hui, on va regarder la branche dite segmentation, clustering.
Il s'agit d'un apprentissage non supervisé. Il s'agit, bien évidemment, du machine learning. Bon, je commence directement à attaquer l'algorithme. Enfin, à la fin de la journée, quand toi, tu vas obtenir ton fichier plat, enfin, si tu as plein de variables, plein de dimensions, tu appliques une ACP, analyse par composante principale. Admettons, on finit par deux composantes principales. Ou bien, imagine, dans ton fichier plat, tu disposes uniquement de deux variables pertinentes. La variable ici, l'axe x, c'est ou bien représente le salaire. Le salaire. Imaginez que l'axe des X représente le salaire de tes clients. L'axe des Y ici représente par exemple les dépenses de tes clients. Donc, tu vas avec Scatterplot, un nuage de points, avec Matplotlib, Seaborn, ainsi de suite, Plotly, et ben tu vas tracer ce nuage de points. Tiens, on obtient un nuage de points, attention, non colorié. On obtient un nuage de points non colorié. Les points ne sont pas, ou bien les points possèdent une même couleur. Il s'agit bel et bien d'un apprentissage non supervisé. Attention, puisqu'il y a absence de variables cibles. Donc ici, les points ne sont pas coloriés. Le but, c'est quoi? Le but, en fait, c'est de regrouper et de trouver les structures internes dans ces données. Bon, je vous pose une question simple. Vous êtes en train de voir combien de groupes ici? Bon, eh ben, c'est facile. On est en train de voir deux groupes. Enfin, grosso modo, il existe deux groupes. Allez-y, regardez comment ça s'applique l'algorithme K-means avec cette illustration. Tout d'abord, boum, on va générer. Regardez, tout d'abord, on regarde les données. Absolument, hein, il faut regarder les données. Surtout, si toi, tu appliques une ACP et tu finis par deux composantes. Ou bien, si tu disposes de deux variables pertinentes dans ton fichier plat, tu peux donc tracer les données. En regardant les données, eh ben, on remarque l'existence de deux groupes. Tiens, K est égal à 2. Apparemment, il y a une question. Maintenant, je me parle, c'est le projet de fin d'études de Racine. Oui, bien sûr. Ok, aucun souci. En fait, car le projet, il fait 137 pages. Moi, je me suis dit, il est très lent. Ok. Ah, après, je t'enverrai ça, t'inquiète. Allez, concentrez-vous. L'algorithme de K-means nécessite tout d'abord la fixation du nombre de groupes a priori. Ici, tu regardes les données brutes. Tu vois l'existence de deux groupes. Tiens, on va choisir K égale à 2. Donc, on va générer deux points. Quelconques. Le point rouge et le point bleu. Ces deux points représentent quoi? Représentent en fait les centres de gravité de nos futurs groupes. Enfin, on dit centroïdes, les centres de gravité. Étape numéro 1, on regarde les données. On choisit le nombre de groupes a priori, K égale à 2. Étape numéro 2, on génère deux points, aléatoirement, 2 points. K est égal à 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On commence en fait à calculer. Je prends n'importe quel point. Je calcule la distance entre le point vert et le point bleu, le point vert et le centre rouge. Quand je dis calcul de distance, tu utilises par exemple la distance euclidienne. Tu utilises la distance de Manhattan. Tu utilises la distance de Minkowski. Tu utilises la distance de Canberra. Tu utilises la distance de Chebyshev. Il existe plein de distances. Donc, on remarque que la distance entre ce point vert et le centre bleu est plus faible que la distance entre ce point vert et ce centre rouge. Qu'est-ce qu'on fait? On va affecter ce point vert au centre bleu. On finit par ça. Donc, bien sûr, on va boucler. L'algorithme va boucler sur tous les points. Bien évidemment, quand je vous montre le slide numéro 15,
Vous allez me dire, mais le centre de gravité du groupe bleu, il n'est pas vraiment ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer, on va recalculer le centre de gravité d'une part et on va le déplacer. Tiens, on déplace les deux centres de gravité, le bleu et rouge. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on remarque que, par exemple, ce point rouge est plus proche du centre bleu que du centre rouge. Donc, on va recalculer les distances, on va recalculer de nouveau les distances entre les points et les centres pour réaffecter les points. On obtient ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit recalculer les centres de gravité et on va déplacer les centres de gravité des groupes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va recalculer les distances entre tous les points et les nouveaux centres de groupe. Bon, on remarque en fait, c'est bon, là, le centre de chaque groupe ne se déplace plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que l'algorithme va s'arrêter. Donc, bien sûr, il s'agit d'un algorithme itératif. Hein. Enfin, bien sûr, tu utilises une boucle while, puis une boucle for, c'est-à-dire 2 boucles imbriquées ou bien 3 boucles imbriquées, peu importe. Je vous donne donc l'algorithme. L'algorithme de K-means commence par fixer le nombre de groupes cherchés, K. Et ça, c'est un inconvénient majeur. Car toi, tu vas me dire, et si je ne connais pas a priori le nombre de segments, ou bien le nombre de groupes dans mon lot de données, comment je fais? Bon, tu vas me dire, ok, j'utilise la méthode Elbow méthode, la méthode de cassure du coude, la méthode du coude. Mais cette méthode, c'est une méthode empirique, hein, elle ne marche pas. C'est un gros problème. Bon, après, on va discuter comment on fait pour choisir K. Il existe quand même quelques techniques permettant d'améliorer le choix de K. Bon, de toute manière, l'algorithme K-means contient une initialisation. On commence par fixer K a priori. D'accord? Puis, on va choisir aléatoirement les centres du groupe. C'est un autre inconvénient. Le fait de choisir au début de l'algorithme les centres des groupes, eh ben, ce choix aléatoire affecte la performance de l'algorithme. C'est un autre inconvénient. Je vais vous montrer comment on va le régler après. Enfin, on commence déjà par les inconvénients de cet algorithme. Et puis, on va répéter. Qu'est-ce qu'on va répéter? Affecter chaque point au groupe dont il est le plus proche au son centre. Enfin, tu vas calculer la distance entre le point et le premier centre, le point et le deuxième centre. Et bien, si la distance entre le point et le premier centre est plus faible, tu affectes ce point à ce centre. Tu fais ça, tout d'abord, tu boucles, puis tu vas recalculer les centres de chaque groupe. Tu vas déplacer les centres de gravité. Donc, afin de résumer l'algorithme du K-means, une initialisation, je fixe K a priori, j'initialise K centre de gravité aléatoirement, puis l'étape numéro 2 contient 2 étapes. Réaffectation des points, déplacement des centres de gravité. Question, à quel instant on arrête l'algorithme? 3 possibilités. Tout d'abord, si les centres de gravité ne bougent plus. Si les centres de gravité ne bougent plus, eh ben, on arrête l'algorithme. Ça veut dire que l'algorithme a convergé. Bon, après, puisqu'il s'agit d'un algorithme naïf, on risque en fait que les centres continuent à se déplacer. C'est-à-dire, on finit dans une boucle infinie. Alors, on peut fixer un nombre d'itérations. C'est-à-dire, tu dis, tiens, on répète l'algorithme 300 fois, 400 fois. Au-delà de 400 fois, on s'arrête. On s'en fiche un peu de la stabilisation des centres de gravité. Le troisième critère, c'est la stabilisation de l'inertie totale de la population. Inertie totale, c'est facile. Hein. L'inertie, c'est quoi l'inertie? L'inertie, en fait,
c'est la somme des distances. C'est la somme des distances entre les points et le centre de gravité dans le même groupe. Et tu fais la somme sur tous les groupes. Voilà. Donc ça, c'est l'algorithme du K-means. On peut l'implémenter en Python, sauf que nous, on va utiliser une implémentation prête qui se trouve dans scikit-learn. Initialisation, puis répétition de deux choses. Réaffectation des points, déplacement de centre de gravité. On va répéter sur cet exemple, afin vraiment que je m'assure que vous allez comprendre correctement cet algorithme. Donc, là, quand je vous montre ce nuage de points, eh ben, on distingue combien de groupes ici? Combien de groupes on distingue? 3. Donc, on va générer aléatoirement 3 centres de gravité, bleu, rouge, vert. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la distance entre ce point et le centre bleu, ce point et le centre rouge, ce point et le centre vert. Bien sûr, bien évidemment, on fait ça sur tous les points. Hein? Attention, sur tous les points. On remarque que tous les points sont plus près du centre bleu. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va déplacer le centre de gravité. Tiens, le centre de gravité s'est déplacé. Il se trouve au milieu de ces points bleus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va réaffecter les points. Je prends ce point, je calcule sa distance une fois, 2 fois, 3 fois. Bien sûr, je répète sur tous les points, 3 fois. Remarque que ce point peut-être est plus proche du centre rouge. Voilà, j'obtiens quelques points rouges. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je dois déplacer les centres de gravité. Donc, le centre de gravité rouge va se déplacer et le centre bleu aussi. Bien. Maintenant, on va réaffecter les points. Donc, on remarque déjà, il y a apparition pour la première fois d'un point vert ici. Puisque ce point vert est plus proche du centre vert que de deux autres centres. Je déplace les centres de gravité. Tiens, le centre de gravité vert coïncide avec le point. Histoire de vous dire, parfois, un centre de gravité d'un groupe peut coïncider avec un client ou bien avec un point. Ce n'est pas toujours le cas. Mais parfois, vu le hasard, le centre de gravité peut tomber sur une observation. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais réaffecter les points. الو ندور اللي قصت عليه هو اي هو قصد عليه. قصد عليه هو. مش بدر كمل فسرا. انت عاده ولا ديب ليرنينغ ولا ماشين ليرنينغ مولاهم ولا الباش يا برا بس مرة ملكي. لا والله عندك الالغوريثم كابيز. فوالا مسيو انا كنت قصرك. وي كنت قصرك. انا قصرت. ورجعت تو. سي بون تو رجعت. باهي قل لي رجعت من وقت اللي الدوره الخضراء مشيت بحذا الجروب نتاعها اول بوان. باهي قل لي سلايد نيميرو كومبيان. زيد اطلع زيد اطلع لا زيد هوني سي لي فوق 25 لهنا سي بون. باهي اوكي باهي اوكي. Bon, écoutez, d'habitude, afin de vous expliquer, afin d'expliquer l'algorithme K-means, je travaille sur le tableau. Enfin, moi, je viens d'une école mathématique, j'aime bien le tableau, je fais tout mon cours sur le tableau. Bon, aujourd'hui, on est en confinement, on travaille à distance, donc c'est compliqué. Qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, je vous montre l'algorithme K-means, pas une seule fois, mais 2 fois.
Je vous montre une première illustration, paf, je vous donne l'algorithme et je vous donne une deuxième illustration. OK. Bon, je pense que la deuxième illustration est plus intéressante. Pourquoi? En fait, elle permet de vous montrer comment les points changent de groupe, c'est-à-dire changent de couleur à chaque fois, et comment les centres de gravité bougent aussi. D'accord? En fait, je suis dans le slide, bon, je répète, je suis dans le slide 25. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons affecté ce point au centre vert, tout simplement. Calculons la distance entre le point vert et le point, entre ce point et le centre bleu, ou bien le centre rouge. Eh bien, la distance entre centre vert et ce point est plus faible. Donc, on va affecter ce point à ce centre. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit déplacer les centres de gravité. Donc, je passe au slide numéro 26. Regardez. Le centre de gravité ici coïncide avec le client, coïncide avec le point. Oui, parfois, on peut finir par des centres de gravité qui coïncident avec une observation. Ce n'est pas toujours le cas. Voilà, je pense que là où l'Internet a coupé, ce n'est pas toujours le cas. Mais parfois, les centres de gravité coïncident avec des observations. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va réaffecter les points. Regardez, par exemple, ce point bleu est plus proche du centre vert que du centre bleu. C'est bon? Maintenant, on déplace les centres de gravité. On réaffecte les points. C'est-à-dire, je prends un point et je calcule 3 distances, puisqu'il y a 3 centres. Je continue. Je continue. Encore et encore. Voilà, donc on remarque qu'à partir du slide numéro 30, il y a une certaine stabilisation des centres de gravité. C'est-à-dire les centres de gravité ne bougent pas beaucoup. À cet instant, bam, on arrête l'algorithme Cummings. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On voit qu'avec quelques itérations, on arrive à regrouper nos points. Maintenant, nous avons 3 groupes. Maintenant, si on suit le processus data science, eh ben, puisqu'on n'a pas, a priori, on n'avait pas de variable cible, eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire, tiens, ça, ces points appartiennent au groupe rouge 0, ces points appartiennent au groupe bleu 1, ces points appartiennent au groupe vert 2. Donc, nous avons 3 classes. C'est-à-dire, à t égale à 0, à t égale à 0, il n'y avait pas de variable cible. À t égale à 0, il n'y avait pas de variable cible. J'applique l'algorithme Cummings. L'algorithme Cummings va me fabriquer 3 groupes. Je peux interpréter ces 3 groupes comme 3 classes. Donc, je peux passer à un apprentissage supervisé. C'est bon, c'est clair? C'est-à-dire, je viens de CGX3, je viens de très loin d'un ERP ou bien d'un CRM. J'applique mon processus ETL, Extract, Transform, SSIS, ou bien Talent, Pentaho, ou bien je fais ça avec Python. Oui, Python permet aussi de faire de l'intégration des données. Puis, je fais mon dashboarding, mon reporting. Je finis par des fichiers plats. À partir de ces fichiers plats, j'applique l'apprentissage non supervisé pour chercher les structures cachées dans les données, comprendre mes clients, comprendre il y a combien de groupes dans mes clients. À partir de l'apprentissage non supervisé, je fabrique des classes. Et puis, je passe à l'apprentissage supervisé et je continue. Donc ça, c'est une analyse end-to-end qui regroupe ERP, CRM, BI et machine learning. Enfin, data science, machine learning, data mining, deep learning. Voilà. Bon, là, j'ai fini. Écoutez, c'est-à-dire, interrompez-moi, hein, c'est-à-dire s'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui, oui. Sur l'étape نتاع معناها segmentation, تجي بعد الداشبوردينغ ولا بعد l'ETL? En fait, je te donne les étapes naturelles. Quand toi seras recruté dans une entreprise, on va te demander de maîtriser, par exemple, le Sage X3.
Okay? On va te demander de maîtriser SAP HANA. Autrement dit, comment tu vas faire pour récupérer tes données? Sauf si toi, tu vas intégrer une grande entreprise où les rôles sont bien définis. Dans les grandes entreprises, les rôles sont bien définis, donc on va te donner uniquement les fichiers plats. On va te donner uniquement des fichiers plats et on va te demander vraiment d'analyser ces fichiers. Ça, c'est une très, très grande entreprise. Moi, je parle en fait de la majorité écrasante des entreprises tunisiennes. Et même dans les entreprises françaises, c'est pas toujours le cas. Donc, laissez-moi te donner tout le process, c'est-à-dire toute la chaîne. Toi, tu commences par CGX3 ou bien par SAP HANA. Tu sors tes données, 15 gigas de données. Bien évidemment, on ne va pas te laisser dans la nature. Hein. Ces logiciels t'offrent une structure des données. On va te donner ça, on va te donner ce plan. Bien évidemment, avec Racine l'année passée, nous avons fini avec 200 plans comme ça. 200 diagrammes de classe. Enfin, il y avait plein de données, tellement il y avait des données qu'on vraiment on a tapé presque 2 mois de travail pour vraiment comprendre les liens entre les différentes classes des données. Personne ne va t'aider, tu vas faire ça tout seul. OK. Après, tu appliques ton ETL. Le processus ETL te permet d'avoir des fichiers plats. Et toi, tu peux prendre ces fichiers plats et commencer ton apprentissage non supervisé. C'est clair? D'accord, oui, merci. Tu prends tes fichiers plats et tu commences ton apprentissage non supervisé. Mais les entreprises veulent tout d'abord finir la partie BI. Comment on finit la partie BI? On fait ETL. Dans l'ETL, on fabrique notre data warehouse. C'est-à-dire si je suis la méthodologie Bill Enman, si je suis la méthodologie Bill Enman, je finis par le data warehouse et à partir de ce data warehouse, je passe soit au dashboarding, soit au reporting. D'accord? Mais toi, bien évidemment, une fois que tu as fait l'ETL, tu peux sortir ton fichier plat et à partir du fichier plat, tu peux commencer ton analyse prédictive, c'est-à-dire apprentissage supervisé et non supervisé. Je te montre le fichier plat. Un exemple d'un fichier plat utilisé avec Racine l'année passée. Voilà. On trouve en fait voilà, des entreprises qui payent en pounds, euros, dollars. On trouve des adresses. Enfin, on ne trouve pas des noms. Hein. Computer Lyon, Anne-Sophie. Mais non, il y a même des vrais noms là. Bertrand Marchix et tout. C'est bon, est-ce que j'ai répondu à ta question, Melek? Oui, merci, docteur. Bon, tu as compris? Ok, je continue. Bon, je suis un peu rapide car je sais que vous avez fait cet algorithme, je pense, en data mining. L'algorithme Camille possède en fait plusieurs inconvénients, dont 2 inconvénients majeurs. Le premier inconvénient majeur, on doit fournir a priori le nombre de groupes K. C'est un choix qui n'est pas évident. Ça, c'est l'inconvénient majeur numéro 1. L'inconvénient majeur numéro 2, l'algorithme est très sensible à l'étape d'initialisation aléatoire. Chaque initialisation donne un résultat. Comment on fait pour remédier à ces 2 inconvénients majeurs? Enfin, l'algorithme possède d'autres inconvénients, hein, la distance, le choix de la distance. Enfin, c'est un algorithme bizarre. Il est fort, il est robuste, il converge rapidement dans plusieurs cas, très utilisé, même avec des gros lots de données, mais plein d'inconvénients. Bon, par rapport au choix du nombre de groupes, en fait, on peut utiliser une technique empirique qui s'appelle la technique du coude, the elbow method. Mais attention, n'attendez pas à des miracles avec cette technique. C'est-à-dire, cette technique, dans les cas pratiques, donne beaucoup de résultats erronés. Attention. Bon, c'est une technique, c'est une bonne technique qui permet de fixer K, mais il faut se méfier. Bon, sinon, autrement dit, comment tu fais, toi, pour fixer K? Tu peux, par exemple, poser des questions à un expert métier. Imagine, toi, tu débarques dans une entreprise, et ben, il y a des gens qui travaillent avant toi sur ces clients depuis 15 ans, depuis 10 ans, tu vas leur demander. D'après vous, d'après votre expérience métier, il y a combien de groupes de clients dans cette entreprise? Et ben, on va vous dire, tiens, il existe 3 groupes. Et ben, si l'expert métier
avec son expertise, il sait l'existence, bien, il a remarqué sur 10 ans l'existence de 3 groupes. Toi, tu appliques the Elbow Method, tu trouves 7 groupes. Non, c'est pas bien, c'est faux. Tu peux pas prendre 7 groupes. Attention, même si la méthode Elbow Method te donne 7 groupes, il faut se méfier. C'est-à-dire, il faut vraiment favoriser l'interprétabilité des résultats. Si l'expert métier te dit il existe 3 groupes et toi tu appliques tes analyses et trouves 7 groupes, il y a forcément un problème. Car on ne peut pas interpréter 7 groupes. Par contre, on peut interpréter 3 groupes. Sinon, un deuxième cas. Concentrez-vous. Hein. Je suis en train de faire de la classification. Je suis en train de travailler sur un problème de classification. C'est quoi la classification? C'est de l'apprentissage supervisé. Tiens, j'ai une variable cible discrète qui contient 3 classes. 1, 2, 3. Imaginez, si toi, tu vas dire, non, moi je ne crois pas au résultat de l'apprentissage supervisé. Laissez-moi quand même appliquer l'apprentissage non supervisé sur mon fichier. C'est-à-dire, ton fichier contient une variable cible. Et bien, toi, tu vas dire, je vais supprimer la variable cible. Je supprime quand même la variable cible. Et j'applique l'apprentissage non supervisé pour découvrir de nouvelles choses. Ici, puisque toi, tu sais déjà que la variable cible contient 3 classes, 3 catégories, 1, 2, 3. Tu peux fixer k égale à 3. Voilà, donc là, on parle de 3 cas. Premier cas, tu représentes les données, tu regardes les données devant toi. Visuellement. Et avec tes yeux, tu peux te guider. Tu peux dire, tiens, il existe 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes. Mais ça ne t'empêche pas d'appliquer la méthode du coude, the elbow method. Il faut appliquer cette méthode. De toute manière, on doit appliquer cette méthode. Deuxième cas, tu vas discuter avec un expert métier. Dans l'entreprise, tu discutes avec un expert métier. Bien sûr, si toi, tu travailles dans une équipe, hein, si tu es largué seul, eh ben, tu appliques la méthode elbow method. Troisième cas, si ton fichier vient d'un apprentissage supervisé, et toi, tu connais a priori le nombre de catégories dans la variable cible, tu peux choisir k égale au nombre de catégories. Voilà, donc on a réglé, j'espère que on a réglé le problème de k. Et malgré ça, la méthode k-means reste empirique. Maintenant, comment on fait par rapport à l'initialisation? Tu as 2 possibilités. Soit tu utilises la méthode k-means++, c'est-à-dire tu initialises avec la méthode k-means++, ou bien tu répètes l'exécution plusieurs fois. Tu prends ton algorithme k-means, tu l'appliques une fois avec une initialisation, 2 fois avec une deuxième initialisation, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et puis tu choisis la meilleure itération. Enfin, le meilleur résultat, pardon. Et je vais finir par, bon, avant la pause, je vais finir en fait par un troisième inconvénient de l'algorithme k-means, et ben c'est le choix de la distance. En effet, attention, une distance euclidienne ne marche que si les données sont structurées d'une manière sphérique. C'est-à-dire, dans le plan, les données s'approchent à des cercles, des disques. Et dans l'espace en 3 dimensions, les données, c'est comme des ballons, des sphères. Et dans un espace de dimension supérieure, ce sont des hypersphères. Mais souvent, les données ne sont pas, de manière générale, les données ne sont pas sphériques. Donc, ce qui pose un problème avec la distance euclidienne. Attention, la distance euclidienne ne marche pas tout le temps. Donc, pour l'instant, je viens de vous énumérer 3 inconvénients de l'algorithme k-means. Bon, ici, dans le slide numéro 40, je vous donne quelques distances euclidiennes, Manhattan, Minkowski, Chebyshev, la distance cosinus, Hamming, il y a aussi Canberra. Il existe plein de distances. Bon, on va arrêter ici et on va reprendre après la pause.